Bonjour, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Nous sommes très heureux de vous retrouver depuis l'école de Valenfière, à Annecy. Dans la classe de la maîtresse Claire Péria, nous sommes de grands gourmands. C'est pourquoi les enfants sont très impatients de retrouver notre invité du jour, le chef étoilé Laurent Petit. Ils ont plein de questions à lui poser sur le thème alléchant de la gastronomie. Mais avant, nous avons préparé cette émission avec toute la classe de la CE2 CM1. Fanette était là pour assister à ces préparatifs. On regarde son reportage et on retrouve Laurent Petit. Dans la classe de Madame Péria, tout tourne autour de la gastronomie. Les maths se font gourmands, les sciences alléchantes et la poésie est une jolie cuisine de mots. Depuis la rentrée, ces élèves de CE2 CM1 sont devenus de véritables petits cuisiniers en chef. Chaque groupe a travaillé ensemble pour trouver des choses intéressantes, pour essayer de trouver des questions pour Laurent Petit, le chef. Nous, on a travaillé sur les cuissons, pour à quoi servait la science dans la cuisine. La cuisine, elle fait partie intégrante de la vie de la classe. On construit nos apprentissages avec la thématique et l'imaginaire de la cuisine. En l'occurrence, c'est ce que nous avons commencé à faire à travers la cuisine de nombres et la cuisine de phrases, donc en numération et en grammaire. Et puis également, puisque nous nous essaierons au 3e trimestre, au métier de cuisinologue. Alors un métier tout en devenir et plein de possibilités et qui nous permettra d'aborder la gastronomie à travers les sciences et la littérature. Tout doit être prêt pour accueillir Laurent Petit. On apprend même à présenter une assiette avec soin pour ensuite confronter ses expériences à celles du créateur du Clos d'Essence, 2 étoiles Michelin. C'est pour, je pense, pour se mettre dans la peau d'un cuisinier, pour voir à quel point ça ressemble le travail. Peut-être pour aussi qu'il y ait des questions qui nous viennent en tête. J'ai juste eu quelques idées, c'était sûr si le chef Laurent Petit pensait à utiliser le plus possible dans un fruit ou un légume. Les élèves peuvent maintenant laisser leur toque de fin gourmet pour enfiler la casquette de reporter. Leurs questions sont prêtes. Bonjour, en tant que chef étoilé, est-ce que vous vous inspirez et vous vous nourrissez de vos voyages? Oui, beaucoup. Et dans ce cas, quel pays vous a le plus inspiré par ses saveurs et sa culture? Le Japon est un pays qui m'inspire beaucoup, dont je reviens pour la 6e fois. J'y étais la semaine dernière à Fukuoka. Et donc c'est un pays où il y a beaucoup de parallèles au niveau des cultures, sur la culture purement de la cuisine, et notamment des produits. Sauf qu'ils vont encore un peu plus loin que nous dans la recherche intrinsèque du produit, dans son goût intrinsèque. C'est un peu comme le charcutier il y a très longtemps, quand on disait que le charcutier faisait tout dans le porc de la tête à la queue. Eh bien, au Japon, c'est vraiment ce qui est flagrant, notamment sur le poisson. On retrouve dans les magasins, on va par exemple nous vendre des arêtes de poisson, des têtes de poisson, des abats de poisson, même les yeux. Ils vont très très loin dans chaque produit, quoi. Et après, il y a une pureté dans l'application des cuissons. Et ce qu'on apprend au Japon, par exemple, c'est que la première cuisson, c'est la taille. C'est la manière dont on va couper l'aliment. Si on va le tailler dans un sens ou dans un autre, d'une manière perpendiculaire, oblique, ça, c'est déjà de la cuisine pour eux. C'est ce qu'on appelle un peu tous les sashimi, quoi. Et là aussi, ça nous ramène au produit, parce qu'il y a une pureté du produit. Par exemple, on apprend au Japon que le poisson est tué d'une certaine manière, une technique qui s'appelle ikejime, qui permet d'enlever le sang directement qui est dans la colonne vertébrale, ce qui va nous emmener à un produit très très pur, une pureté incroyable. Et tout ça avec une attitude très zen, et ça me plaît beaucoup. Et j'essaye de l'appliquer dans ma cuisine au quotidien. Je m'en inspire beaucoup pour répondre à ta question. Comment créez-vous un plat? À partir d'une saveur, d'une sensation, d'une couleur? Essentiellement à partir d'une saveur. Comme je l'expliquais, donc on a des saveurs dans la tête assez précises, comme un musicien aurait ses notes ou ses gammes. Et donc il y a des familles de saveurs qui sont très claires. Et on va associer ces mariages, ces saveurs, selon des rondeurs, des choses acidulées, des choses très franches ou très chlorophylles,
ou avec des longueurs en bouche, ou avec des rondeurs. Tout ça, c'est assez clair dans la tête. On va faire des mariages de saveurs. Et après, on va pouvoir travailler le sujet, quoi. Comment faites-vous évoluer vos plats en fonction des retours que vous pouvez avoir? Ok, mes plats, ils évoluent en fait en permanence parce que la cuisine, c'est pas statique. On essaye de, bien sûr, avant de servir un plat, on essaye qu'il soit calé, il a été testé, retesté. Mais en effet, le retour des clients est très important. Leur ressenti, leur éventuelle émotion. C'est le client en fait qui va nous dire à un moment donné si c'est un grand plat ou pas. Donc si la question c'est est-ce qu'un plat évolue, souvent oui il évolue. Et après, inversement, il faut être capable de discerner, de dire là il est totalement calé, on n'y touche plus. J'ai répondu ou pas? Oui. Merci Laurent Petit, on en sait déjà un peu plus sur votre métier. Hugo, Jade et Jessica ont encore quelques questions à vous poser, notamment sur la question du gaspillage alimentaire. Mais avant ça, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet. Il y a quelques semaines, je suis allée tourner au collège d'Ugine. Ils ont mis en place des mesures pour limiter les déchets à la cantine. On se retrouve juste après. Depuis quelques mois, au collège d'Ugine, les collégiens disposent d'un salade-bar. Chacun peut se servir en fonction de son goût et de son appétit. À la fin du repas, les élèves trient et pèsent leurs déchets. Le pain gâché est aussi conservé, pour exemple. Nous sommes ici dans l'un des 14 collèges savoyards à avoir mis en place une démarche éco-responsable autour de la restauration scolaire. C'est essentiellement sur le tri des déchets. Dans un premier temps, ça fait déjà un petit moment que l'on fait le tri, et ensuite, depuis l'année dernière, on travaille beaucoup sur les quantités, la maîtrise des quantités dans les assiettes, et puis finalement un éco-geste simple qui est simplement de prendre ce dont on a envie et ce que l'on va manger, pas plus, pour ne pas jeter. Ça marche effectivement sur les entrées, puisque le salad bar ne concerne que les entrées. On voit vraiment qu'il y a vraiment des comportements responsables qui se mettent en œuvre. Un petit peu moins sur les plats chauds, bon, ils ont moins le choix, et puis c'est aussi une éducation au goût. Alors ça, c'est quand même un autre travail à faire, puisque souvent on constate que sur les plus grandes quantités d'aliments jetés, c'est parce que les élèves n'aiment pas ou disent qu'ils n'aiment pas. C'est pas que ce n'est pas bon, mais ils disent qu'ils n'aiment pas parce qu'aussi ils ne connaissent pas. En Savoie, 15 000 repas sont servis à l'heure du déjeuner aux collégiens. Depuis près d'un an, 4 collèges et l'atelier culinaire départemental qui alimente 10 établissements ont mis en place cette démarche éco-responsable. Financé à hauteur de 70% par l'Europe, le projet est porté par le département en charge de la restauration scolaire dans les collèges. Le repas du midi, c'est environ 40% des apports journaliers d'un jeune collégien. C'est dire pour le département l'importance de ce service. Département qui suit d'ailleurs scrupuleusement les recommandations du plan national nutrition santé à ce sujet. Nous avons plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment un équilibre alimentaire des meilleurs qu'il soit dans les assiettes, mais également une éducation au goût. Si cette démarche éco-responsable doit se sentir dans les assiettes, elle reste indolore pour les porte-monnaies des familles savoyardes. Prix unique du repas, 3,20 €, c'est moins de la moitié du coût réel de production. Étant tous des éco-citoyens, nous aimerions savoir comment vous gérez le gaspillage, mais aussi vos biodéchets, comme les épluchures. Alors il y a deux choses dans ta question. Le gaspillage, si la maison est bien gérée, si la cuisine est bien faite, il n'y a pas de gaspillage. Après les épluchures, elles retournent à la terre. En fait, on a une machine qui à la fois broie, déshydrate et va enlever toute l'eau de végétation de toutes les épluchures, tous les produits alimentaires. Donc on va réduire à 70% nos déchets. Voilà. Une machine qui chauffe, qui déshydrate, qui tourne comme ça toute la nuit. Ça dure entre 8 et 12 heures selon la quantité qu'on aura mis dedans. Et ça va nous faire une poudre, un terreau, un substrat qui va retourner dans le jardin. Et après, on a un jardin uniquement d'aromates. Voilà, pas potager. On travaille avec des gens locaux.
Mais pour ce qui est des aromates, c'est tout fait autour du restaurant. Donc on se sert de ce substrat. Et vous vous en servez à quoi aux épluchures? Dans le plat, qu'est-ce que vous faites avec les épluchures? Alors quand je me sers des épluchures, Oui. comme j'expliquais tout à l'heure, pour les petits pois par exemple, la première peau du petit pois, la cosse du petit pois va devenir un jus de petit pois à la centrifugeuse. Et la deuxième, la toute petite, là, que normalement vous n'enlevez pas, va devenir un petit chipster. Un jeu de texture dans le plat du petit pois, par exemple. Voilà. Essayez-vous d'acheter au maximum des produits locaux, mais aussi possédez-vous d'un jardin potager? C'est là aussi mon côté éthique, c'est mon fer de lance. Je fais ce qu'on appelle une cuisine locavore. Donc locavore, c'est à moins de 200 km. Voilà. Et moi, j'essaye de réduire ce propos le plus près possible du restaurant. Je veux que le restaurant soit un épicentre. Et donc, on trouve des choses incroyables, tout près, quand on ouvre vraiment les yeux. Ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a une paire d'années simplement. Moi aussi, j'essaye de devenir un éco-citoyen comme vous. Et j'ai découvert des choses formidables, notamment comme des producteurs de lentilles, comme un agrumiculteur, comme quelqu'un qui fait du safran. J'ai découvert que le sel, il y avait une mine de sel pas très loin de chez nous, le sel de baie en Suisse. Enfin voilà, tas de choses extraordinaires. Bien entendu, tous les poissons du lac, puisque moi je ne fais que les poissons du lac. Donc tout ce qu'on mange au Clos d'Essence aujourd'hui, on est à moins de 100 km. Et après, en effet, le rêve ultime, ça va être de faire notre potager. Après, la difficulté de notre région, c'est un printemps qui devient tardif, mais en même temps, ça nous emmène à une vraie saisonnalité. Parce que le mot saisonnalité, il est un peu galvaudé. Et le mot saisonnalité, il faut que vous reteniez au moins une chose, c'est qu'il a une valeur que si on l'attache au mot proximité. Okay. Parce que la saison de la fraise à Annecy, ce n'est pas la même que la saison de la fraise à Valence. Donc ça, quand on vous parle de saison, hein, en dehors de la satire, de ne pas manger des fraises à Noël ou des cerises à Noël, hein, parlez bien, attachez bien le mot saisonnalité à proximité. Donc la vraie saisonnalité pour vous, c'est ce qui se passe dans les jardins autour de chez vous. Voilà. C'était le petit JT. Merci de nous avoir suivis. Merci à Laurent Petit d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de nous avoir aidés à les préparer. Merci à notre maîtresse Claire Péria qui nous a donné envie d'aimer la cuisine et la gastronomie. Le mois prochain, le petit JT s'installera à l'école des Tignes en Savoie. À bientôt sur 8 Mont Blanc.